par ces motifs, il plaira à votre goût de condamner le prévenu Léopold II à une privation du repos éternel réservé au monde. Quand ces juges implacables se retireront pour délibérer, il y a longtemps qu'auront séché ces larmes que vous vous embêtez à voir couler de leurs yeux. Quand vous aurez perdu ce procès, vous apprendrez alors à vos dépens qu'une larme n'est pas un argument. Il se trouvait d'ailleurs, pour finir, il se trouvait en France un avocat qui aimait un peu comme vous émouvoir à tout propos à l'audience, que ses confrères avaient fini par le surnommer Notre-Dame de la larme à l'œil. Mesdames, messieurs, Cicéron disait « L'éloquence est la lumière qui fait briller l'intelligence ». Et ce soir, nous allons célébrer cette éloquence. Nous allons célébrer les mots. Nous allons célébrer l'ouvrière de la persuasion. Et pour couronner cela, un procès sera tenu devant la cour de l'histoire. Au cœur de ce procès, un personnage lourdement controversé, Léopold II. Ballottant entre ses admirateurs et ses haïsseurs, d'aucuns pensent que Léopold II est l'incarnation d'une adaptation pendant et à une époque bien déterminée. Tandis que d'autres soutiennent assez fatalement que Léopold II est un bourreau ayant perpétré les pires massacres. Voilà donc ce personnage qui a survécu dans nos mémoires va comparaître devant la cour de l'histoire pour y être jugé. Bien sûr, Léopold II, étant en situation processuelle, devra être à la fois accusé et défendu. Son accusation sera assurée par un personnage que j'aime infiniment, une éloquence foudroyante, une éloquence tonitruante, une aptitude apportée par la force des mots. Maître Yannès Sombo, que je vous demande déjà d'applaudir. Son passage au collège Imara a fécondé en lui ce littéraire incontesté qu'il est aujourd'hui. Et il va croiser le fer face à une défense. La défense de Léopold II, mesdames et messieurs, sera assumée par une éloquence dansante, une éloquence chantante, une aptitude à convaincre inconditionnellement, quelqu'un qui a l'art de vaincre par convaincre. Mesdames, messieurs, eh bien, il s'agit bien entendu de Maître Jacques Ngonga Sefo, que je vous demande également d'applaudir. Il a, semble-t-il, depuis un moment, coutume de gagner. On pourrait même dire, en extrapolant, qu'entre lui et gagner, il n'y a qu'un pas. Il a été à Lausanne, en Suisse, et il a gagné. Il a été à Paris, en France, rebelote. Voilà donc, je ne sais pas s'il gagnera ce soir, mais je le lui souhaite, comme à son adversaire, et il ne m'en voudra pas d'avoir été neutre pour le besoin de la cause ou pour la cause du besoin. Voilà donc, mesdames et messieurs, ces deux personnages, ces deux immenses orateurs,
vont croiser le fer sur la cause de Léopold II. Mais bien avant que ne commencent les hostilités oratoires, je voudrais vous dire le lien fort, le lien sonore qui se plaît à exister entre l'éloquence et sa sœur la musique. C'est à ce propos que Michel Audiard disait « L'éloquence sacrée, c'est comme la musique religieuse. Pas besoin de comprendre pour écouter. » Voilà donc, mesdames et messieurs, pour vous, ce soir, dans les circonstances d'engouement et de plaisir auditif, une éloquence digitale, une éloquence musicale qui va s'ébrouiller. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Karel Galaba.
présent, mesdames et messieurs, après cette belle mélodie, cet envolé mélodique et rythmique, je voudrais également vous dire qu'au-delà de ce lien entre l'éloquence et la musique, en existe un autre. Entre l'éloquence en question et la poésie. Je traite ce rapport d'incestueux, puisque la parole est présente dans toutes les deux circonstances. Ce soir, mesdames et messieurs, pour vous, une éloquence poétique, une belle voix qui a souvent la désinvolture de caresser, parfois de bercer, mais ce soir, elle a décidé d'opter pour une voix on ne peut plus enflammer. Une voix certainement qui va nous envoyer quelque part dans une dimension réflexive. Mesdames et messieurs, pour la déclamation d'un poème, je vous demande d'accueillir Madame Olive Tamboué. Bonsoir à tous. Hier, aujourd'hui, demain. Ayez peur d'ignorer. Lisez pour résister. Écrivez. Parlez pour exister. Mes ancêtres ont été exploités. Mes ancêtres ont été chosifiés. Mes ancêtres ont été stigmatisés. Mes ancêtres ont été pillés. Ce ne sera pas mon cas. Je suis la reine de Saba. Ma beauté a inspiré les chants de Salomon. Dieu me connaît, il connaît aussi les miens. Je suis l'héritière de l'essence scientifique. Je suis la fille de ceux qui ont été assassinés, torturés, violés, condamnés pour avoir déclaré que nous étions aussi humains. Je suis le berceau de l'humanité. Je suis Afrique. Je dis non au racisme et oui à l'humanisme. Hier, des larmes de sang. Aujourd'hui, une lutte militante. Demain, un futur respectable. L'histoire peut toujours se réinventer. Ayez peur d'ignorer, bon sang. Lisez pour résister. Écrivez, parlez pour exister. Mes ancêtres ont été exploités. Mes ancêtres ont été stigmatisés. Mes ancêtres ont été chosifiés. Mes ancêtres ont été pillés. Ce ne sera pas mon cas. Je suis noire. Non, que dis-je? Je ne suis pas noire. Je suis comme vous. Que justice soit rendue. Je vous avais prévenu que c'était une parole enflammée. J'en retiens, Madame Olive, qu'il faut que nous lisions. Lire pour exister. Voilà. À présent, messieurs et dames, place au cœur du sujet. Venons-en. Et je vous donne un conseil. Comme le dirait Perrier, éteignez vos téléphones portables et allumez vos esprits. Il va y avoir des mots stellaires, parfois séduisants. Je vous vois, mesdames. Il y en aura d'autres réflexifs, mais je suis sûr que vous en serez délectés. Mesdames et messieurs, la cour. La cour de l'histoire, siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort,
déclare l'audience de ce soir ouverte. Veuillez vous asseoir. La parole est passée au greffier principal pour la lecture de l'extrait. Extrait de rôle pénal. Audience publique du 24 novembre 2020. Siégeant. Hilaire Kazak, président. Yannis Songo, officier du ministère public. Affaire en continuation. RP 001 en cause. Le ministère public accusateur contre la défense de Léopold II prévenu. J'ai dit. Ils sont bon nombre. Édouard Colston, Christophe Colomb, Schulcher, Savoyant de Brazza, dont les statuts ont été déboulonnés. Un seul nom sort du lot, Léopold II, dont raffinement et somptuosité présageaient une fin heureuse et apaisée. Des villes, des avenues, des édifices à son nom, et pourtant, des épithètes pour le moins exécrables viennent affluer de flétrissures le roi belge. Un bourreau, un monstre, un génocidaire impénitent, ses fervents détracteurs lui déversent leurs humeurs et leurs fiels. Ses admirateurs voient en lui un Prométhée, un triomphateur du mal, un bâtisseur illuminé venu apporter sa lanterne aux mortifères ténèbres africaines, quitte à faire de lui le plus grand chef d'État de l'histoire du Congo. Le débat va s'articuler autour de la violence infligée à l'autochtone à quelques degrés, dans quelques lieux, à quelques fins, fussent-elles civilisatrices ou philanthropiques, de la psychologie des officiers léopoldiens qui étaient pour la plupart des puits-d'âmes sans histoire, au comportement désormais sadique et devenus avides de pouvoir. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le débat sera axé sur les sources. Les sources documentaires ayant fait état des dites violences, de la fiabilité de celles-ci, tant il est vrai qu'à une époque où les réinventeurs de l'histoire prennent dangereusement de l'ampleur, un examen minutieux s'impose. Les protestations antiracistes, relancées par la mort de George Floyd aux mains de la police, ayant conduit par ailleurs au déboulonnement des statuts de Léopold II en Belgique, font poser une question très capitale. L'entreprise, fut-elle civilisationnelle ou coloniale, a-t-elle contribué à dresser un pont entre l'Afrique et le monde? Chaque Congolais y devra répondre. Toujours on dit, un peuple sans histoire, glorieuse, funeste soit-elle, est voué à la perdition. La réconciliation du peuple congolais avec la sienne serait-elle encore possible? Généralement, cette question passe pour impudente et sacrilège. Le Congo a depuis toujours repoussé le silence. Coupable, ironise-t-il, de la Belgique, car aucun geste de repentir n'avait encore été posé. Ça, c'était avant le 30 juin 2020, lorsque, pour la première fois de l'histoire, la Belgique, par le biais de son roi, va présenter ses excuses pour son passé colonial, pour les atrocités, pour les macérations infligées aux autochtones du terroir. Le goût et le sens des mots est de trouver un parti pris, celui de la nuance. Dans la quête de celle-ci, la virtuosité ainsi que la justesse du propos évitera aux plaideurs de ce soir de flirter avec un quelconque révisionnisme ou négationnisme. Ceci dit, le débat est ouvert, la Cour passe la parole au collègue rapporteur pour son récit.
Merci pour la parole. La Cour de l'histoire est consciente que bien d'hommes ne savent du prévenu dont l'affaire est ici pendante que son nom. Aussi, va-t-il se livrer à cet exercice qui va consister à identifier le prévenu? Le prévenu de son nom, Léopold Louis-Philippe Marie-Victor de Saxe-Cobourg-Gotha. Bien que ce qui suivra puisse avoir de connotations à surprendre plus d'un, Léopold II, dois-je dire, est né d'une femme, Louise d'Orléans. Tout communément, il avait aussi un père, le roi Léopold Ier, et nous sommes en 1835. 22 août 1853, alors qu'il est âgé de 18 ans, il se marie. Mais à qui? À Marie-Henriette, 16 ans. De cette union forte légale naîtront 4 enfants. Le petit Saxe était un jeune passionné, fougueux, aimant la vie et le voyage. Il parcourt le monde, défiant la Méditerranée. Puissions-nous nous permettre de nous transporter en 1860 pour s'imprégner d'un événement singulier. Alors qu'il est en Grèce, non pas en Belgique, Léopold II envoie au frère Orban, qui fut à ces temps-là ministre des Finances, une plaque de marbre de l'Arcopole. Et sur cette plaque, il fit graver ces mots. Il faut une colonie à la Belgique. Enfin, c'est qui eût dû parler à plusieurs. La conférence géographique de Bruxelles, tenue en 1876, le 12 septembre. À l'issue de la conférence, il fut créé l'Association internationale africaine, qu'auparavant philanthropique pour un projet d'exploitation des richesses de l'Afrique centrale. Ensuite viendra la tant connue conférence de Berlin, où les participants eurent à reconnaître à l'AIC une souveraineté et devint alors, ce qu'on connaît, l'État indépendant du Congo. Cette reconnaissance de l'État indépendant du Congo aboutissait également à faire de Léopold II souverain de cet État. Somme toute, Léopold II devint non seulement souverain des lycées, mais aussi roi de la Belgique. Nous avons dit, Monsieur le Président. Là, pour vous remercier, collègues rapporteurs, bien, messieurs, il ressort du dossier que la présente affaire venait à l'audience de ce jour pour recevoir plaidoirie. Va-t-on procéder comme de droit? Monsieur le Président, il est vrai que l'affaire devait recevoir plaidoirie, mais nous avons estimé utile de faire citer un autre témoin pour le besoin de la cause, votre honneur. Qui est-il, ce témoin? Ce témoin n'est autre que l'historien M. David Van Reybrouck. Votre honneur, qu'il plaise à la Cour d'appeler M. David. La Cour appelle M. David Van Reybrouck. Messieurs, jurez-vous et dire la vérité, toute la vérité, Je jure de et dire, rien que la vérité. je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Veuillez décliner votre identité. Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames de la Cour, je me nomme David Van Reybrouck. Je suis né à Bruges en 1971. J'ai fait l'archéologie et la philosophie. Je suis historien et journaliste.
Nous savons que vous avez écrit un livre intéressant, Le Congo, une histoire. Que savez-vous de la politique du caoutchouc de Léopold II au Congo? Monsieur le Président, d'abord, lorsque j'ai appris que l'histoire s'apprêtait à juger Léopold II au sujet du Congo, je me suis dit que je ne manquerais pas au devoir, si tant est qu'il est temps, de venir éclairer votre juridiction au sujet de la politique du caoutchouc des Léopold. Que sais-je donc à ce propos? Je sais que j'ai beaucoup à dire sur ces sujets, mais ne pouvant tout dire, je me contenterai de dire l'essentiel. Quand j'étais petite, a raconté une jeune fille de 15 ans, Matoli, qui allait à l'école au poste missionnaire d'Ikoko. Les Centuries, les sentinelles, ont un jour, à cause du caoutchouc, tiré des coups de fusil sur des indigènes. Mon père a été tué dans les circonstances suivantes. On l'a attaché à un arbre. On l'a tué à coups de fusil. Ma mère et moi, nous avons été faites prisonnières. Les Centuries ont coupé les 2 mains de ma mère alors qu'elle était en vie. Et 2 jours après, ils lui ont coupé la tête. Il n'y avait pas d'homme blanc quand ces atrocités se sont commises. Monsieur le Président, Messieurs les membres du tribunal, Monsieur le Président, certains blancs Monsieur avaient... le Président, sans être prestidigitateur, Maître, s'il vous plaît. tout le monde peut percevoir. La parole se demande, maître, rassoyez-vous. Monsieur le Président, Rassoyez-vous. tout le monde peut percevoir. Non, que maître, ce témoin ment. maître, rassoyez-vous. Il ment. Rassoyez-vous. Poursuivez, monsieur. Monsieur le Président, certains blancs avaient une préférence pour le fouet non réglementaire, torsadé, anguleux et provoquait par conséquent une bien plus grande douleur. Ils faisaient aussi frapper les ventres, les membres et les organes sexuels. Ils imposaient parfois des peines allant jusqu'à 400 coups de fouet sans s'inquiéter d'éventuelles hémorragies ou de collapsus. Les femmes enceintes qui officiellement ne devraient pas être châtiées se faisaient tout de même frapper. Et au cours de l'une de ces expéditions, il fit piller et entièrement brûler 162 villages, dévaster des champs et tuer 1346 personnes. Métis générant en revanche la plus grande récolte de caoutchouc de tous les temps indépendants. Monsieur le Président, je vais finir par les témoignages d'une femme mariée. Mokolo. Mon mari, qui s'appelait Wissou, a porté toutes les quinzaines avec Ebobondo, Capita et Eboté et le caoutchouc de notre village à la factorerie des Boyeka. On fournissait 20 paniers, mais alors les Blancs en demandèrent 25. Les nôtres refusèrent en disant qu'ils n'étaient que peu nombreux pour récolter les caoutchoucs. Mais lorsqu'au prochain marché on n'apporta que 20 paniers, les Blancs de la factorerie s'y fâchèrent. L'un d'eux, Koy, surnom d'Ablé, jeta mon mari à terre et l'éteint par la tête. L'autre, Ekotolongo, surnom de Félicien Moll, le frappa avec des kékels et des jambes dont il en cassa 3 sur lui. Grand Dieu, m'écriai-je, comment ont-ils pu faire ça à mon mari? Wissou fut emporté presque mort par Ebobondo et Eboté qui les placèrent dans une pirogue et s'y mirent en route pour Bokotola. Mais avant de gagner la rive, Wissou expira. J'ai vu le cadavre de Wissou et vous remarquez encore les traces des milliards. Est-ce là tout? J'ai fini, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Allez-y. nous avons quelques questions à faire poser aux témoins, si pas quelques considérations à relever à ce propos. Monsieur David Van Riebeeck, c'est ça? Bien sûr. Ces témoignages poignants que vous avez récités, vous ne les avez pas recueillis vous-même. Vous les avez pris à d'autres historiens avant vous. Est-ce cela? Je vous pose la question. Je poursuis. Vous êtes-vous préoccupé
d'en vérifier un tout petit peu la véracité. Maître, c'est la Cour qui pose. Monsieur le Président, votre honneur, je voudrais faire poser cette question aux témoins. D'accord, allez-y. Les témoignages poignants qu'il nous a lus, les a-t-il recueillis lui-même? Premièrement. Deuxièmement, si il les a repris d'autres historiens qui ont écrit avant lui, en a-t-il vérifié la véracité? J'ai dit Dieu. Il est bien vrai qu'il y a des gens qui ont écrit avant moi, et sur base de qui je suis parti avec ma recherche, mais je suis allé rencontrer les peuples du Congo. C'est au fil de multiples séjours que j'ai vérifié de près tout ce que j'avais recueilli comme recherche. Et donc cet ouvrage est composé sur base d'une enquête faite sur base de plus de 5000 documents, Monsieur le Président. Il y a des données vérifiables et tout ce qui y est raconté est bien vrai. La Cour vous remercie et vous demande de vous retirer. Monsieur le Président, ce procès, c'est le procès de Léopold II, notre client. Il était initialement entendu que l'affaire venait pour recevoir plaidoirie. Cependant, l'accusation a voulu faire citer un témoin pour comparaître et déposer. La défense se propose également de faire entendre un autre témoin. Le dilatoire, Monsieur le Président, c'est un dilatoire. Je m'adresse entendu les témoins de la défense. Je m'adresse à la Cour, Monsieur le procureur. Dilatoire, Monsieur le procureur général. Oui, maître, poursuivez. Monsieur le Président, nous désirerions faire comparaître Monsieur Marcel Yabi, qui a publié tout récemment un livre intitulé Le Roi Génial, Léopold II. Accordé. Les témoins de la défense. Messieurs, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? Je le jure, votre honneur. Veuillez décliner votre identité. Marcel Yamili, je suis juriste, avocat honoraire et spécialiste du Congo. Et c'est en cette qualité que je suis là pour éclairer la Cour. Contrairement à des nombreux savants d'as qui s'évertuent à... Contrairement à des nombreux savantas, je disais, qui s'évertuent à vendre les misères du Congo alors qu'ils n'y ont jamais été. Moi, j'y vis. Messieurs, et j'y exerce mes activités depuis 50 ans, s'il vous plaît, votre honneur. Vous n'avez pas... Mes témoignages, mes observations, je les partage volontiers dans des ouvrages scientifiques, littéraires, artistiques, dans des blogs, articles, et même, votre honneur, à mon musée familial de la mémoire. Messieurs, quand vous prenez la parole, veuillez respecter la Cour. Nous savons que vous avez écrit un livre choc où vous semblez disculper Léopold II. Ce que j'ai dit dans ce livre, il est là. Je l'assume et je le confirme ce soir. Alors, veuillez nous en dire plus. Faire de Léopold II, j'ai dit bien, faire de Léopold II le plus grand criminel de tout le temps, c'est le plus grand fake news de tous les temps. C'est vrai, chaque Congolais a le droit de connaître ce qui s'est réellement passé sous Léopold II. Mais pour y parvenir, la critique historique est de mise. Je pense qu'il est indispensable d'user d'un peu de critique historique. Je le dis du haut de ma grande expérience.
Parce que lorsque vous prenez les livres d'histoire sur ce qui s'est passé sous Léopold II, il y a bien un point commun chez tous les auteurs. C'est la certitude des incertitudes. Oui, la certitude des incertitudes. Beaucoup d'incohérences internes. Ils ne sont jamais d'accord sur lui. Tenez par exemple sur les chiffres de 10 millions, dont on veut à tout prix chercher la mémoire de Léopold II. C'est un certain Adam Oship qui l'a indiqué dans son livre. Et cet auteur est allé jusqu'à comparer Léopold II à Staline et même au Führer, pour ne pas dire Hitler. C'est insultant. La rigueur de la critique historique oblige à poser à Adam Oship quelques questions élémentaires, au nombre desquelles celle du recensement. À l'époque, le Congo était encore une terre à explorer, une terre à pénétrer. Or, dire que 10 millions manquent à la peine, cela suppose qu'au départ, il y a eu un recensement. Qui l'a fait? Quand? C'est même avec raison que 3 autres auteurs, après avoir lu le livre de Adam Oship, vont vivement critiquer les chiffres de 10 millions et ils estimeront que ces chiffres procédaient d'un tour de passe-passe statistique. Vous voyez la certitude des incertitudes. C'est vrai, votre honneur, je ne suis pas historien. Mais la lecture du livre m'a permis de conclure que beaucoup d'historiens ne font pas bien leur travail. Je suis d'accord que notre histoire soit enseignée. Mais je nous invite à nous débarrasser des carcans idéologiques et racistes. Lumumba, dont on s'est très critique à l'égard du passé colonial. Lumumba, oui. Lumumba n'a jamais craché sur la mémoire de Léopold II. Jamais. Au contraire, lors d'un congrès du MNC, Lumumba a fait l'éloge de Léopold II, disant, je le cite d'ailleurs dans le livre, si vous permettez, comme un roi génial et bâtisseur. C'est Lumumba. Mobutu, qui se plaisait à faire du chantage aux Belges à la moindre égratignure. Mobutu non plus n'a jamais fait, n'a jamais craché sur Mobutu. Pour conclure, votre honneur, c'est vrai, il y a, avec ce qui s'est passé sous Léopold II, il y a beaucoup d'aspects réprochables, mais il y en a eu aussi de louables. Et ça doit être enseigné. Parce que parmi les Belges envoyés au Congo, il y en a qui ont marqué négativement l'histoire. Mais il y en a aussi qui ont marqué positivement les indigènes par leur caractère affable et bienveillant. Vous voyez, c'est ce que j'appelle les nuances du gris. C'est-à-dire, ce n'est ni totalement blanc, ni totalement noir. C'est neutre. Ce n'est... La neutralité belge, n'est-ce pas? On peut me laisser finir, Je viens éclairer. Ce n'est ni totalement blanc, ni totalement noir, ni ange, ni démon. Bref,
L'histoire de Léopold II, c'est à l'image de l'histoire humaine, avec ses hauts et ses bas, avec ses tragédies, mais aussi ses grandes réalisations, dont certaines, qu'on le veuille ou pas, continuent à profiter au pays. J'ai fait donc un vœu, celui qu'à la fin, l'histoire fasse taire tous les faux témoins. Monsieur le Président, nous aimerions relever quelques petites observations et faire poser une ou deux questions à M. Marcel. D'abord, nos observations, Monsieur le Président. Nous avons également lu l'ouvrage de M. Marcel. Il y est écrit qu'il est juriste, qu'il vit de manière permanente en RD Congo, où il est en activité depuis 50 ans. La première observation, Votre Honneur, c'est qu'il ne suffit pas de vivre 50 ans au Congo pour s'autoproclamer spécialiste du Congo. Allez imaginer combien de spécialistes aurions-nous dans ce pays si nous comptons seulement les hommes qui ont 50 ans. Deuxième chose, Monsieur le Président, c'est une question. Nous voulons bien croire aux leçons que M. Yabili vient de donner. Cependant, nous doutons un petit peu. Nous doutons de sa parole parce que quand il s'est dressé devant vous, il s'est présenté comme juriste et avocat honoraire. Lorsque nous lisons son livre dit seulement qu'il est juriste et congolais permanent. Pourquoi la qualité d'avocat honoraire ne paraît-elle pas sur ce livre? Monsieur le Président, nous n'allons pas attendre la réponse. La Cour va seulement constater que ce monsieur dit tantôt une chose, tantôt une autre. Il en évoque celle qui l'arrange et il cache celle qui ne lui est pas favorable. Allons-nous croire en son témoignage? Votre Honneur, nous avons dit. Monsieur Emile. Votre Honneur, je note dans la parole de l'accusation que l'on veut également m'accuser. Et pourtant, c'est seul Léopold II qui est accusé ce soir. Mais si vous parjurez devant la Cour. Alors, j'en viens à ce qu'il vient de dire. Soyez bref. Soyez bref. Et ne parjurez plus, s'il vous plaît. Monsieur le procureur. D'abord, l'honorariat existe. L'honorariat existe. Il n'est pas de fait. Si je ne le mentionne pas, en fait, j'ai écrit beaucoup de livres. Ça peut arriver que sur certains, je mentionne des mentions sur d'autres. J'ai quand même eu beaucoup de récompenses, je ne peux pas les mentionner toutes. Et je termine parce qu'il veut remettre en cause toute mon expérience, 50 ans de recherche. Non. Quand il dit qu'il ne suffit pas d'être né ou d'avoir vécu au Congo pour être historien ou spécialiste du Congo, en fait, la question qu'il voudrait poser, c'est celle de savoir, faut-il croire à un historien qui ment ou à un non-historien qui dit la vérité? Donc, vous savez où je pense. Merci. La Cour vous remercie et vous demande de vous retirer. D'accord. Vu l'état de la procédure, la Cour s'estime suffisamment éclairée et passe la parole à l'accusateur public pour son réquisitoire. Faut-il croire en un historien qui ment ou en un non-historien qui dit sa vérité? Mesdames et messieurs, honorables membres de la composition, nous nous portons devant ce tribunal pour oser quelque chose que beaucoup n'ont pas voulu se permettre.
nous nous portons en accusation contre Léopold II. Nous poursuivons un roi. Ce qui est une chose délicate, sensible et même gênante, surtout lorsque nous considérons la période des faits qui a connu la raison de la présente cause. Nous sommes au Congo entre 1885 et 1910, sous le règne de Léopold II, lorsqu'il imposait le travail par la torture et la violence, et lorsqu'il commettait des crimes atroces contre l'humanité. C'est donc un procès sur les crimes et non sur le nombre de morts. C'est un procès sur les atrocités et la violence et non sur le pourquoi ou le comment, uniquement sur les faits, les crimes, la violence et les tortures. Qu'importe si certains discutent encore du nombre des morts ou des sources et de leur fiabilité. Qu'importe le nombre de morts, parce qu'un seul mort suffit pour que Léopold soit poursuivi, jugé et condamné. Et ici, il est accusé de crimes contre l'humanité. C'est pourquoi, si nous obtenons gain de cause de ce procès, que dis-je, puisque nous obtiendrons gain de cause, votre honneur, eh bien ce procès sera un tournant mémorable et inoubliable pour les traditions judiciaires et pour les habitudes des palais de justice. Mais si nous n'obtenons rien de ce procès, alors nous assumerons l'apparence d'un acharnement opiniâtre et désespéré face à une fâcheuse habitude universelle de ménager les rois, ceux qui nous dirigent, et de garder impunis leurs forfaits. D'autant plus que, s'agissant du roi dont il est question dans cette affaire, qui vient devant cette cour sous la défense et la protection d'un jeune avocat que notre baron lui-même lui a recommandé, il vient pour limiter ce procès à une question ironique et presque injurieuse de combien de morts y a-t-il eu et combien de mains ont-elles été coupées. Il se targue même du droit de vie et de mort sur les êtres humains. Il foule aux pieds leur dignité. Il se moque de la justice, de cette assemblée, de cet auditoire, de ce peuple. Il bafoue tous les droits de l'homme. Monsieur le Président, il espère marcher sur votre cour avec une ostentation démesurée et un mépris total, tant pour la cour que pour les justiciables, ses victimes. Des victimes qui n'attendent de cette cour qu'une seule chose, que la justice soit rendue, que leurs bourreaux soient punis, qu'enfin la cour puisse condamner ce scélérat qui n'a eu du respect ni pour ses contemporains, ni pour leur avenir. Un bouffon qui a trahi les siens par la ruse à la conférence de Berlin. Il est venu chez nous pour nous trucider. Il est venu pour nous torturer sur nos terres et dans nos murs. Un truand tout fait qui se cache sous la tunique royale de la Belgique. Et loin de nous l'intention de vouloir crucifier la royauté belge. Nous voulons seulement que l'homme de Léopold II ne puisse échapper à la justice parce qu'il est coupable. Nous voulons que les atrocités qu'il a commises au Congo ne puissent rester impunis. Cependant, votre honneur, celui-ci vit. Il nargue même le tribunal, prétextant que c'était à la mode d'avoir des colonies. Il justifie sa turpitude au motif que la violence, la torture existait chez les autres aussi. Il oublie une chose, ces autres-là ne nous ont pas torturés, nous. Ils n'ont pas coupé nos mains. Ces autres-là ne nous ont pas forcés à travailler pour eux. Ils ne nous ont pas ôté la vie. Mais Léopold II, cet homme-là, devant vous, imbu de lui-même, lui, nous a soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il nous a volé nos terres, nous a forcés à travailler sous le soleil, la torture et la violence.
Il a gardé esclaves nos femmes et nos enfants pour nous forcer à travailler pour lui. Monsieur le Président, il nous a traités, il nous a soumis à la terreur. Il a tué les nôtres. Il a dépeuplé nos terres. Toutes ces choses, aucune loi ne permet ni ne tolère. Surtout pas la loi de notre mère commune à tous, la mère nature, qui assure, même aux êtres les plus insignifiants, la sécurité et le salut. Et nous, Monsieur le Président, jusqu'à quand supporterons-nous ce Léopold, assoiffé de pouvoir et de richesse, même au prix de vies humaines? Jusqu'à quand ces crimes odieux et son audace effrénée resteront-ils impunis? Jusqu'à quand, Monsieur le Président? Il y a eu des tortures, il y a eu des morts, il y a eu des crimes contre l'humanité, c'est une certitude, et les faits sont là. C'est aussi là la raison d'être de ce procès, et le responsable de ces crimes est ici, dans cette salle. Il est même venu à l'audience, Monsieur le Président, et je suppose qu'il va même demander la parole. Mais non, il doit payer pour son infamie. Ces crimes odieux ne peuvent pas rester impunis, votre honneur. Et pour résoudre ce procès, Monsieur le Président, vous avez entendu des témoins qui nous épargneront certainement du superfétatoire et de l'artifice. Et pour que personne ici ne s'étonne que nous présentions cet homme comme un criminel et un truand, pas seulement parce que vous allez le condamner, mais parce qu'il l'a effectivement été. Nous avons interrogé aussi bien la doctrine que l'histoire. Et concernant la doctrine, Adam Hochschild, Edmond Morel, David Van Reybook, Mark Twain, et plus près de nous ici, Isidore Ndaiwe, Eli Kiambokolo et même Marcel Yabili, tous convergent sur un fait, que des crimes ont eu lieu, des atrocités aussi, même si ils divergent finalement sur les excès. 10 millions, 15 millions de morts, 20 ou plus, là n'est pas l'intérêt de ce procès. L'intérêt de ce procès est dans le fait que Léopold a tué, il a torturé, et la mort même d'un seul homme suffit pour que Léopold soit jugé et condamné. Cela étant pour la doctrine. Monsieur le Président, que dit l'histoire? Déjà, en 1904, Roger Casemont élabore un rapport qui reprend notamment des témoignages individuels collectés auprès des victimes des violences, de la brutalité de l'administration léopoldienne. Ce rapport renseigne notamment des mutilations, des enlèvements, des coups cruels portés aux populations par les soldats et agents de Léopold pour pousser les autochtones à ramasser davantage de caoutchouc. Le rapport de Casemont dénonce des impositions abusives en travail qui découlent de l'exercice d'une contrainte sans aucune base légale, alors qu'il est de notoriété que nullum crimen nulla poena sine lege. Merci auditoire. Il ne peut y avoir de peine s'il n'y a pas de loi. Monsieur le Président, Léopold s'imposait, Léopold coupait les mains, Léopold torturait tous ceux qui exerçaient la liberté de refuser de travailler pour lui. Tous ceux qui exerçaient leur liberté de refuser d'obéir à son autorité. Autorité qu'il s'est lui-même octroyée. Le principe étant la liberté. La liberté de refuser ou d'accepter un travail. Personne, soit-il Léopold II, ne peut imposer à un autre de ramasser pour lui le caoutchouc sous la menace des mutilations, des tortures et de la violence. C'est ce qu'a fait Léopold, votre honneur. Au-delà de menacer, il a tué, il a torturé, il a mutilé. C'est ce que nous rapporte Roger Casemont. Et puisque Léopold ne pouvait rester indifférent à ce rapport, eh bien, Léopold va réagir sous la pression du Parlement belge.
il va lui-même diligenter une commission d'enquête pour vérifier les accusations portées contre lui par M. Casemant. À l'issue des travaux de cette commission, il est rapporté que des crimes ont eu lieu, des atrocités aussi, mais que Casemant a exagéré. En d'autres termes, les accusations portées contre Léopold sont fondées, mais elles sont rapportées avec beaucoup de frénésie. Ceux qui l'ont raconté étaient excités. Et Léopold prétend que le monde entier est contre lui. Votre honneur, quid alors du rapport de sa propre commission? Est-elle aussi contre lui? Tenez, s'agissant des mains coupées, il est fort possible que cette pratique ait vu le jour bien avant Léopold au Congo. Mais est-il que Léopold s'est servi de cette pratique pour terroriser les populations en les obligeant à aller ramasser pour lui du caoutchouc? Votre honneur, de tout ce qui précède, tel que les faits viennent de vous être exposés, existe-t-il encore un doute? Nous disons non. Il n'y a plus aucun doute sur l'existence des crimes contre l'humanité à charge de Léopold. Nous n'ignorons pas que la défense essaiera le subterfuge de dire à la Cour que Léopold n'était pas le seul à commettre ces crimes, ou que, sous le prétexte de l'époque, cela était à la mode, ou encore que ceux qui ont rapporté les faits ont exagéré parce que jaloux. Mais Léopold ne sera pas en mesure de dire ici, devant la Cour, qu'il n'a pas tué ou qu'il n'a pas commis ces atrocités. Non, il ne le dira pas. C'est pourquoi votre Cour ne cédera pas à ces condescendances inconsidérées, parce que finalement, ce n'est pas le nombre de morts qui nous importe, ni la hauteur des atrocités, et moins encore que d'autres aient agi de la même manière. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a eu des crimes, il y a eu des mutilations, et bien d'autres atrocités perpétrées par Léopold II, qu'importe le nombre de morts. Votre honneur, honorable membre de la composition, si votre cour acquitte cet homme, l'histoire retiendra que des crimes odieux, ignobles et infâmes ont été non seulement amnistiés, mais bien plus, qu'ils ont été légitimés et que d'autres personnes pourraient en commettre autant et sans vergogne, sans aucune vergogne. Ne soyez donc pas indulgents pour Léopold et vous n'aurez commis aucune lèse-majesté. Mais condamnez-le et vous aurez rendu à l'humanité non pas un service, mais la dignité, l'honneur et la fierté que les souverains lui ont subjugués sous le prétexte fallacieux et fantaisiste d'un certain intérêt général. C'est ainsi, Monsieur le Président, que par ces motifs, il plaira à votre cour de condamner le prévenu Léopold II à une privation du repos éternel réservé au monde. De le condamner à la déchéance du titre pompeux de roi bâtisseur qu'il ne mérite pas, d'ordonner la débaptisation des villes et des avenues portant son nom en République démocratique du Congo, en Belgique et partout ailleurs dans le monde, de mettre les frais d'instance à sa charge, et ce sera justice. Nous avons dit. La Cour vous remercie pour votre réquisitoire et passe la parole à la défense pour sa plaidoirie. Merci de la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est Madame la bâtonnière qui m'a désigné d'autorité pour assurer la défense des Léopold II. En effet, aucun de ces célébrissimes ténors que se reconnaît notre barreau n'a voulu se tenir aux côtés de celui que l'histoire nous a présenté comme le criminel indéfendable absolu,
le monstre génocidaire qui aura marqué l'histoire de son nom, écrit en caractère de sang. Il aura un défenseur, moi. J'ai suivi avec une attention religieuse la parole de l'accusation. J'ai pu noter à travers des sombres tableaux qu'ils nous ont peints, et même dans le timbre de sa voix, j'ai pu noter une certaine obsession à vouloir à tout prix arracher des larmes, et à ses juges et à cette assistance. Un acharnement à vouloir à tout prix inscrire ce procès dans le registre du deuil, dans le registre du pathos. Ainsi nous a-t-il peint la désolation des contrées. Ainsi nous a-t-il donné à entendre les jérémiades d'indigènes d'antan. Il voulait nous émouvoir, Monsieur le Président. Il vous a ému, peut-être. Mais loin de m'émouvoir personnellement, Monsieur le Président, tout cela m'a fait penser à un magistrat, un juge, l'un des meilleurs que notre pays ait connu, qui considérait, lui, comme un manque de respect pur et simple, toute tentative délibérée d'une partie à vouloir jouer avec les sentiments du tribunal pour l'induire en erreur. Décidément, monsieur l'accusation, pour qui prenez-vous ces juges et cette assistance? Pour des grands enfants? On ne peut pas prendre la peine de faire réfléchir, sinon de faire pleurer. Prenez garde à votre jeu. Cicéron disait « Rien ne sèche plus vite qu'une larme ». Quand ces juges implacables se retireront pour délibérer, il y a longtemps qu'auront séché ces larmes que vous vous entêtez à voir couler de leurs yeux. Quand vous aurez perdu ce procès, vous apprendrez alors à vos dépens qu'une larme n'est pas un argument. Il se trouvait d'ailleurs, pour finir, il se trouvait en France un avocat qui aimait un peu comme vous émouvoir à tout propos à l'audience, que ses confrères avaient fini par le surnommer Notre-Dame de la larme à l'œil. Je sais que vous ne voudrez pas de ce surnom-là, alors s'il vous plaît, je vous confie à réfléchir sans passion. Monsieur le Président, la défense promet de se déployer en 3 mouvements. Au premier mouvement, nous vous proposerons de faire un tout petit peu le procès de l'histoire, ou pour le dire mieux, le procès de la connaissance historique. Ensuite, au deuxième mouvement, nous ferons le procès d'un concept. Le concept époque. Que signifie ce mot, époque? Et que charrie ce mot-là? Et enfin, seulement, nous en viendrons aux accusations portées contre Léopold II. Suivez donc mon regard, Monsieur le Président. S'agissant du premier mouvement, la défense se propose de faire le procès de l'histoire, ou pour le dire mieux, le procès de la connaissance historique. Depuis Descartes, nous savons qu'il ne suffit pas de savoir. Encore faut-il s'interroger sur la valeur de ces connaissances. Et s'agissant de l'histoire, cette valeur est à l'aune de la fiabilité des sources. L'accusation a fait le choix facile, bien sûr pour le besoin de la cause, de considérer que tout ce qui a été raconté sur Léopold II est vrai. Mais la défense voudrait faire le choix d'un peu de rigueur, le choix du recul, le choix de la critique historique. Et donc, tenez-le, Monsieur le Président, pour la défense, la question fondamentale de ce procès, n'est pas d'abord de savoir ce qu'a fait Léopold II. La question fondamentale de ce procès est de savoir qui a raconté ce qu'a fait Léopold II. Oui, la question est d'autant plus pertinente qu'il arrive que des historiens nous racontent des histoires au lieu d'écrire l'histoire. Monsieur le Président, si vous me permettez d'être terre à terre, je sais que vous n'en avez pas, mais si on vous demandait à votre ex d'écrire votre histoire. Retirez, maître. Je retire, Monsieur le Président.
Je retire, Monsieur le Président, néanmoins l'idée acheminée. Ce que nous avons voulu dire, Monsieur le Président, c'est que l'histoire est écrite par des hommes. Or, Dieu sait que ces hommes peuvent tricher. Et ils trichent souvent. À ce propos, on raconte qu'après de brillantes études en Europe et une thèse remarquable sur la critique historique, un jeune historien fut renvoyé en son pays pour aller y enquêter au sujet d'un homme politique tristement célèbre pour ses turpitudes. Il enquêta durant quelques années et au bout de ses recherches, son ouvrage était prêt pour la publication. Or, voici que c'est en ce moment-là qu'on vient dire à notre jeune historien que le personnage de ses recherches n'était rien d'autre que son père. Ce père dont on avait perdu les traces à sa naissance. Ce père qu'il aurait voulu aimer et peut-être même adorer. L'annonce de cette nouvelle, Monsieur le Président, ne sera pas sans conséquence sur la recherche. Dès le lendemain, notre jeune historien alla retirer son manuscrit auprès de son imprimeur pour, disait-il, quelques ajouts. Mais quand le cœur et l'amour sont passés par là, rien n'y est plus resté. Oui, peut-être que Hegel avait raison de dire que l'histoire est moins faite par ceux qui la font que par ceux qui la racontent. Peut-être que Bonaparte avait raison de considérer que l'histoire est un ensemble des mensonges sur lesquels nous avons fini par nous mettre d'accord. Oui, je pensais autrefois que les livres racontent toujours la vérité. Parce qu'il y a une certaine autorité de la chose écrite. C'est écrit, donc c'est vrai, pense-t-on. Eh bien, pour le démontrer, Monsieur le Président, je vais vous raconter une aventure personnelle que j'ai eue avec 2 livres publiés à Lubumbashi. 2 livres d'histoire, pour vous montrer les visions parallèles. L'avenue Tabora, qui donne sur le parvis de la cathédrale, a été rebaptisée il y a quelques années avenue Jean-Félix d'Intime, du nom de Monseigneur d'Intime. Curieux, j'ai voulu connaître un peu cet homme. À l'époque, M. Passou Mundula venait de publier un livre intéressant, Tchombe, la honte de l'Afrique. Et dans ce livre, il nous présente Monseigneur d'Intime comme étant un monstre sans cœur, à l'origine du massacre des travailleurs de l'Union minière qui revendiquaient leurs droits, un bandit qui n'avait de prélat que le nom. Il y a quelques années, il y a quelques mois, le livre est là, Monsieur le Président, il y a quelques mois, M. Yabini publie un autre livre, celui sur Léopold II. Et là-dedans, il dit: ce portrait de Monseigneur d'Intime est caricatural. Il a été inspiré par l'anticléricalisme belgo-belge ambiant en son temps. Parce que, lors du massacre des grévistes de l'Union minière, non seulement d'Intime était absent, mais encore, il avait été à la base de ces demandes. C'est lui qui avait soutenu les grévistes dans leurs revendications, ce qui lui avait valu d'être poursuivi et de se réfugier en brousse. Monsieur le Président, qui de Passou et de Yabini raconte vrai? Difficile de le savoir. Or, toute notre histoire est à cette image-là, des incertitudes. Or, moi, je suis catholique. Et il se trouve que chaque année, les reliques de Monseigneur d'Intime sont exposées à la cathédrale pour y être vénérées. À ma place, que feriez-vous? Les crachats ou la vénération, Monsieur le Président? Alors, dans la sagesse légendaire que vous me reconnaissez, j'ai décidé de couper la poire en 2. Puisque les reliques de Monseigneur d'Intime sont exposées chaque année, j'ai décidé d'aller les vénérer à chaque année paire
en supposant que Yabili a raison, et d'aller cracher dessus à chaque année un père, en supposant que Passou avait raison, et ce jusqu'à nouvel ordre. Notre-Dame de la larme à l'œil, je n'ai pas secoué vos vêtements. Quand je vous nommerai ceux qui les premiers ont écrit l'histoire de mon client, quand je vous montrerai les mobiles qui les y ont conduits, vous n'en croirez pas vos yeux. Vous tomberez des nues. Nous avons été abusés. Oui, mais vous semblez être le seul à ne pas savoir que les premiers à avoir écrit contre Léopold II sont des journalistes et des écrivains payés par des puissances rivales pour le discréditer. Parce que, bien que président d'un menu pays en Europe, Léopold II avait réussi, grâce à son génie, à glaner le plus gros lot de ce qu'il y avait d'apprendre en Afrique. C'est cela la vérité que vous ne dites pas. J'en ai terminé, Monsieur le Président, avec ce premier préalable. Le deuxième, je vous ai dit que, avant d'aborder ce procès, nous devrions nous arrêter sur un concept, le concept de l'époque. Qu'est-ce que l'époque? Et que charrie ce concept d'époque? Vous savez, l'humanité est passée par 1000 manières de penser et de vivre. C'est pourquoi les historiens et les philosophes ont toujours attiré notre attention sur un fait, celui-ci. Ne jamais juger les faits du passé avec les principes d'aujourd'hui. Ne jamais juger les faits du passé avec les principes d'aujourd'hui. Par exemple, sur des vieilles photos, Monsieur le Président, pourquoi nos parents ont toujours l'air ridicules dans les pattes d'éléphant? Oui, mais à l'époque, c'était sérieux. Ils étaient sérieux dans cet accoutrement. Magistrat, si vous entendez vraiment rendre justice dans ce procès, alors je vous prie de ne pas juger les faits d'autrefois avec les principes d'aujourd'hui, du politiquement correct d'aujourd'hui. C'est en jugeant les faits d'hier, avec la normalité d'hier, que, Monsieur le Président, vous verrez Thémis, la déesse de la justice, vous sourire depuis là-haut, parce que vous aurez été digne de votre serment. C'est pourquoi, Monsieur le Président, lorsque tantôt nous parlerons des droits de l'homme, depuis que les droits de l'homme sont passés par là, on fustige aujourd'hui la peine de la chicotte. Depuis que les droits de l'homme sont passés par là, on fustige l'impôt de capitation. Nous y reviendrons. Certes, si Léopold II revenait aujourd'hui, il est sûr qu'il ne se comporterait pas comme il s'est comporté à l'époque. De la même manière, si vous preniez les dirigeants d'aujourd'hui et que vous les mettiez en son contexte, il est tout à fait possible qu'ils aient pu agir comme lui. Donc, Monsieur le Président, si vous voulez juger ce procès, il faut considérer qu'une époque n'est pas une autre. Cela dit, j'en viens maintenant aux accusations. Montesquieu disait « La calomnie est comme une fausse monnaie. Tant des gens qui ne voudraient pas l'avoir fabriquée la font pourtant circuler. » Chaque jour qui passe, l'histoire de Léopold II est devenue une succession de fictions et de mensonges sur lesquels nous avons fini par nous mettre d'accord. En fait, mon client est accusé d'avoir abusé de la chicotte et du travail forcé. Il est accusé d'avoir fait couper des mains. En somme, d'avoir commis un génocide sur plus de 10 millions de Congolais sous l'État indépendant du Congo. La défense s'empresse de vous démontrer qu'il n'en est rien de tout cela, et pour cause. Commençons par la chicotte, Monsieur le Président. On a répandu que le Congo de Léopold II était le royaume de la chicotte, que le fouet déchirait les chairs d'indigènes sans défense. Mais avec un peu de critique historique, aujourd'hui, on se rend compte que les historiens y sont allés un peu trop fort. La vérité, c'est que le fouettage avait une longue histoire avant l'arrivée de Léopold II, parce qu'il était appliqué comme peine de la charia par les arabisés qui avaient occupé l'espace. Et encore, dans les pays musulmans, le fouet est appliqué comme une peine à part entière du code pénal. Ce n'était donc pas une trouvaille de Léopold II. Et bien plus, et malheureusement, ce qu'on a oublié de dire,
c'est que c'est Léopold II qui a aboli la chicotte. C'est lui qui a mis fin précisément dans le code pénal de 1889. Désormais, à partir de ce moment-là, la chicotte était considérée comme coups et blessures et punie par la loi. Pour être concret, on a beaucoup parlé du fouettage resté célèbre, c'est le fouettage de Bakanja, Monsieur le Président. Monsieur le bâtonnier Kobokanouti, puis-je avoir... C'est le fouettage de Bakanja, Monsieur le Président. Bakanja a été littéralement et copieusement fouetté par son patron et il en est mort. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le Belge qui lui avait infligé cette chicotte avait été poursuivi, jugé et condamné. Ça, on ne le dit pas. Mais si l'état de droit n'est pas cela, qu'est-ce donc? Qu'est-ce, Monsieur le Président? Bien sûr, on reconnaît que la chicotte était reconnue uniquement comme peine dans le code de discipline militaire. Uniquement. Et même dans ce code-là, le fouet était réglementé strictement. Tenez ce qui était écrit. Il s'agira d'un fouet de 4 à 5 coups appliqués au bas des reins. Il ne pouvait être appliqué à un délinquant plus de 25 fouets le même jour. L'application du fouet était interrompue immédiatement, quel que soit le nombre de coups appliqués, du moment où une plaie aurait été produite ou que la syncope serait intervenue. Ça, c'est du droit, Monsieur le Président. C'est du droit. On a promené une photo de Alice Harris. Monsieur le Président, c'est cette photo qui est très célèbre sur Internet, où Alice Harris a aimé l'Europe. Elle prétendait que c'était là la preuve de la chicotte. Cette photo, on peut la retrouver jusqu'aujourd'hui. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que quand ils ont écrit leur mémoire, Harris et son mari, ils ont précisé que c'était un tournage. Que c'était un tournage, c'est un montage. Alors la question qu'on doit se poser à partir de ce moment-là, Monsieur le Président, avait-on besoin d'un tournage alors qu'on prétendait que ces scènes d'horreur de la chicotte étaient à tout point de rue? C'est cela la question. Donc vous irez comprendre, Monsieur le Président, qu'en somme, c'est Léopold II qui a aboli la chicotte au Congo. Le travail forcé, un autre mythe. On raconte que Léopold II a fait du Congo l'autre Égypte, où de pauvres indigènes ployés sous la barbarie du travail forcé. Et pourtant, le travail forcé avait été interdit par Léopold II dès 1896. La loi disposait ceci. Les maîtres et patrons devront justifier en tout temps que les Noirs fournissent leur travail volontairement ou à des conditions par eux acceptées. Une commission permanente de protection des Congolais avait même été mise en place pour surveiller et réprimer les abus. La vérité, Monsieur le Président, c'est que le travail forcé n'était en réalité qu'un impôt de capitation, comme il en existe encore aujourd'hui dans certains coins de notre pays, parce qu'il était entendu alors que les autochtones contribuent par leur force du travail à la réalisation d'ouvrages d'intérêt communautaire. C'est ce qui était fait. C'est ce qui était fait. Et donc, on ne peut pas condamner Léopold II pour travail forcé. On ne peut pas. D'ailleurs, Monsieur le Président, il est certes vrai que cela avait suscité quelques remous. Bien sûr, à la faculté de droit, nous apprenons que nul n'est payé l'impôt de gaieté de cœur. C'était un impôt. 40 jours par mois que chaque Congolais devait travailler pour contribuer à la réalisation d'ouvrages d'intérêt communautaire. J'ai un ami qui travaille dans les mines et qui me dit, mais il est en colère quand on lui présente sa fiche de paye, voir comment elle est amputée des pans entiers d'impôts et des charges fiscales. Donc, c'est tout à fait normal que cela ait suscité des remous, mais il n'en demeure pas moins vrai
que ce système a permis au pays de réaliser certains ouvrages. Ce qui fait qu'en définitive, Monsieur le Président, je ne voudrais pas que l'on présentât ces indigènes d'antan comme des victimes. Je n'aime pas cette vision victimisante. Ce sont en réalité les petites mains des héros. Ils ont été les pionniers de notre développement économique. J'ai d'ailleurs l'impression que ces Congolais nous interpellent d'outre-tombe. Ils nous regardent vivre aujourd'hui et nous disent: et vous, Congolais d'aujourd'hui, que faites-vous de vos libertés? On vous voit prendre plaisir à boire des bières à côté des tranchées et des égouts qui sentent le caca et qui puent la vinasse. La liberté ne vaut que lorsqu'on y renonce, Monsieur le Président. Cette jeunesse qui cavalcade dans les quartiers, on peut bien faire une armée des mains qui bâtissent ce pays. De ce point de vue-là, Léopold II avait vu loin et il nous a laissé des réalisations. Les mains coupées, Monsieur le Président, c'est l'autre accusation. Je n'irai pas très loin. C'est une histoire très répandue, mais c'est une légende. Avec un peu de critique, on se rendra compte qu'il y a des choses qui clochent dans cette affaire des mains coupées. On a peine à admettre que les commis belges aient pu mettre en place un système aussi idiot. Comment? On vous dit, on nous amputait les mains parce qu'on ne produisait pas beaucoup de caoutchouc. Et on voulait qu'on le fasse davantage. Monsieur le Président, lorsque vous êtes amputé d'une main, il est difficile de manipuler le caoutchouc. D'une part. Et pourtant, quand on lit les historiens, ils vous disent ils étaient amputés de deux mains pour produire davantage de caoutchouc. C'est un non-sens absolu. On ne peut pas sans main manipuler le caoutchouc. Et puis, vous avez 20 personnes qui travaillent pour vous et vous leur amputez les mains à toutes les 20. Au bout d'un moment, vous faites faillite. Donc c'est un système idiot. On a présenté une photo, Monsieur le Président, Monsieur le Batterie pour cette photo-là, Monsieur le Président, cette photo qui se retrouve même sur la couverture de quelques romans célèbres, a été publiée à l'époque pour émouvoir le monde entier et faire preuve des atrocités sous Léopold II. Mais avec un peu de critique historique, on doit se poser une question. Ce monsieur doit avoir une identité. C'est une personne, ce n'est pas une image. Or, l'histoire retient que ce monsieur que voilà s'appelait Ebondo. Et Ebondo avait été mordu par un sanglier. Lorsque la commission est venue enquêter au Congo, Ebondo a été interrogé et il a confirmé qu'il avait été mordu par un sanglier. Et les médecins qui l'avaient soigné l'ont confirmé. Si on prétend qu'il y avait des mains coupées partout, mais il y aurait eu des milliers de photos pour en faire état. Et pourtant, c'est pratiquement la photo la plus célèbre. Pourtant, il y avait des photographes à l'époque. Donc, Monsieur le Président, avec un peu de critique historique, on se rend compte que ça ne dit pas de... Pour finir avec les accusations, 10 millions de morts. C'est la grande affaire dans cette affaire. Que Léopold II a été à la base du massacre de 10 millions de Congolais. Merci. 10 millions de Congolais, Monsieur le Président. 10 millions. Une accusation aussi grave nécessite des grandes preuves. Or, tout pousse à conclure que les 10 millions, il ne s'agit là que d'un chiffre farfelu, inventé pour impressionner. Pour impressionner. C'est donc une figure de style, pour tout dire. Parce que la guerre fondamentale qu'on se fait à ce sujet, c'est la guerre des chiffres. On prétend qu'il y a eu 10 millions de morts. Mais 10 millions de morts, je vais vous expliquer comment s'est fait le premier recensement du pays. Il s'est fait en 1880, parce que c'est le premier chiffre que les historiens ont retenu sur la démographie dans notre pays.
c'est Stanley. Stanley part de Kinshasa à Kisangani. Quand il effectue ce trajet, il y a des Congolais qui viennent à sa rencontre. Et lui, il les regarde et il compte. Il les regarde et il compte. Jacques Yabi, il a appelé ça un pifomètre, c'est-à-dire un appareil qui consiste à compter par le nez. Il compte, et lorsqu'il a fini son périple, il publie un livre. Dans ce livre-là, Stanley, tenez-vous bien, dit arbitrairement que les Congolais au Congo sont 42 millions. Et pire encore, la même année, le même livre sera publié en français et il va indiquer cette fois-là 27 millions. Et pendant tout ce temps, on a évolué avec deux chiffres. Tous les écrivains anglais considéraient 42 millions et tous les écrivains français considéraient 27 millions. Pourquoi je me suis arrêté sur cette histoire des chiffres, Monsieur le Président? Parce que tout est parti de là. C'est à partir de ces chiffres, c'est à partir de ces premières estimations que les historiens ont commencé à faire des inductions et des déductions pour, en définitive, arriver à considérer qu'il y a eu 10 millions de morts. Mais ce n'est pas une blague, 10 millions de morts. Je vais finir par les sources. Parce que Notre-Dame de la Larme, vous vous souvenez, j'ai promis de revenir sur les sources. Les 10 millions de morts, Monsieur le Président, tout ce qu'on raconte sur Léopold II, les premiers à avoir écrit, ce sont ces Anglais, ces écrivains que je vais vous nommer. En 1899, l'écrivain polonais de langue anglaise, Joseph Conrad, a écrit Au cœur des ténèbres, qui demeure le roman africain le plus lu. On brandit ce livre comme étant la source des atrocités de Léopold II. En 1905, l'écrivain et humoriste américain, Mark Twain, publie Le soliloque du roi Léopold II. On brandit également ce livre comme étant la preuve des atrocités. En 1909, l'écrivain Arthur Conan Doyle, écrivain et médecin britannique, publie Le crime du Congo belge. On brandit également ce livre comme étant source des atrocités. Mais, Monsieur le Président, arrêtons un instant. La première observation que nous devons faire, c'est que tous ces écrivains-là sont des romanciers. Ce sont des romanciers, ils ne sont ni historiens ni scientifiques. Bien pire, je me suis arrêté sur l'écrivain et humoriste américain, Mark Twain. C'est un humoriste. Monsieur le Président, vous excuserez cette métaphore, cette comparaison. Vous imaginez qu'on demande à Saï Saï de publier la biographie de Sarkozy. Donc, la source royale, pour revenir à M. Casemont, le fameux rapport Casemont qu'on nous a tant vanté par l'accusation. Casemont a publié un rapport contre Léopold II. C'est le célèbre rapport Casemont, Roger Casemont, consul britannique en poste au Congo du temps des faits. Monsieur le Président, rien qu'à savoir comment Casemont est mort, vous comprendrez tout. Casemont est mort pendu dans la prison de Bentonville en 1916. Pendu à l'issue de son procès pour haute trahison contre son pays. Et je finis par ce que son avocat a dit, parce qu'il a écrit, celui qui l'avait défendu dit ceci. Casemont aurait dû être un charlatan. Vous auriez cru tout ce qu'il vous racontait. Il ne mentait jamais consciemment. Il avait les instincts d'un gentleman. Il aurait proféré les inventions les plus insensées et non seulement les aurait crues lui-même, mais vous les aurez fait croire également. C'est cet homme-là. Le fameux rapport, c'est celui-là. Non, Monsieur le Président, il n'y a jamais eu 10 millions de morts. Jamais. Jamais. Monsieur le Président,
Platon disait, le bon juge ne sera pas jeune. Il faut qu'il soit vieux dès qu'il ait acquis une connaissance de l'injustice. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Et pourtant, Monsieur le Président, mon intuition me dicte de vous faire confiance. Le temps, dit-on, est le meilleur sauveur des hommes justes. Il a fallu attendre plus d'un siècle pour que, pour la première fois, commencent à paraître des livres qui plaident pour Léopold II. Monsieur Zeka Kabi publie ce livre en 2018. Léopold II, le plus grand chef d'État de l'histoire du Congo. En 2020, Monsieur Yabili publie Léopold II, le roi génial et bâtisseur du Congo. En fait, la fierté que nous avons aujourd'hui à nous réclamer de ce si grand pays, les frontières ont été tracées par Léopold II. Pourquoi on le dit génie bâtisseur? Parce que Léopold II, il est le seul ou le premier à nous avoir montré la voie qu'il n'y a jamais de fatalité. Lui, souverain d'un tout petit pays, d'un tout petit territoire, il a réussi par la ruse. Je rappelle ce que disait Machiavel, en politique, vous avez soit la puissance et la force, soit vous avez la ruse. Si vous avez la puissance, vous menez votre action politique avec votre puissance. Mais à ceux qui n'ont pas de puissance, il reste encore une arme autrement plus efficace, c'est la ruse. Avancer par des voies détournées. Léopold II a engagé tout le monde dans une entreprise philanthropique et à la fin, il a gagné le plus gros lot. Donc, Monsieur le Président, pour résumer ce que la défense a voulu vous dire, c'est que tous ceux qui ont écrit sur Léopold II, ce sont des Anglais. Et les Anglais, ils avaient terriblement de raisons d'en vouloir à Léopold II, notamment à cause de Kipushi, notamment à cause du Katanga qui aurait dû leur revenir de droit. Et donc c'est dans cette campagne de diabolisation qu'on en est arrivé à tous ces navets que l'on a publiés. Monsieur le Président, je demeure lucide pour finir. Je demeure lucide pour ne pas croire que cette plaidoirie suffise à faire changer les mentalités, à faire changer la perception que les gens ont sur Léopold II. Vous savez, la calomnie à la peau dure. Mais on ne m'en voudra pas d'avoir abordé ce procès avec un esprit critique. Je vous l'ai dit au début, le procès de Léopold II n'est pas de savoir ce qu'il a fait. C'est d'abord de savoir qui a écrit ce qu'il a fait. Oui, tous nous avons entendu parler des mains coupées. Nous avons entendu parler de la chicotte. Nous avons entendu parler du travail forcé, du caoutchouc rouge, de 10 millions de morts. Mais dites-moi, sincèrement, dites-moi, qui d'entre nous, sincèrement, qui d'entre nous a pris la peine d'aller voir tout cela d'un peu plus près? La rhétorique que j'enseigne s'arrête sur quelques pages consacrées à ce qu'on appelle en rhétorique les sophismes. Les sophismes, ce sont des faux raisonnements, mais qui sont très persuasifs. Par exemple, le sophisme du plus grand nombre. C'est l'argument ad populum. Il consiste à dire qu'une assertion est vraie parce que beaucoup de gens le disent. Et donc on dirait, de toute façon, Léopold II est criminel parce que beaucoup de gens le disent. Mais rien ne garantit que le plus grand nombre ne puisse se tromper. En fait, je l'avoue, en plaidant cette cause, j'ai l'impression que ce procès est perdu d'avance. Parce que de toute façon, la psychologie des gens, les gens pensent souvent que si une histoire triste a été racontée, c'est que nécessairement elle a été vécue. Et de là, ils sont plus portés à rapporter plutôt qu'à vérifier. Et puis,
réalité, c'est que les gens n'aiment pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Vous ne verrez pas un professeur d'université qui a écrit sur les crimes de Léopold II aller revoir sa copie. Parce que résolument, 1000 preuves à l'appui, on aura démontré que ce n'était pas le cas. Non, Monsieur le Président. Et puis, certains ne veulent pas seulement savoir que Léopold II était un criminel, ils veulent encore qu'on puisse clore le débat une bonne fois pour toutes. Et qu'il n'y ait plus un autre esprit critique pour oser revenir un peu et solliciter la réouverture des débats à ce moment. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, si je n'ai pas réussi à vous persuader complètement, peut-être ai-je réussi à vous faire douter. Et la science du droit nous enseigne que le doute profite à l'accusé. Alors faites un choix, Monsieur le Président. La Cour vous remercie et vous raconte de votre plaidoirie. À cet effet, elle clôt les débats et prend la présente affaire en délibéré pour son jugement. Sa décision à rendre dans les délais légaux. Plus rien n'est en parole. L'audience de ce soir est levée. Messieurs et dames, merci infiniment pour votre attention. À la lumière de ces brillants discours, nous avons la certitude qu'il fallait bien que nous puissions davantage lire jusqu'à mourir. Peut-être, oui. Car c'est la seule manière, comme l'a dit tantôt au livre, de vivre et d'exister. Certainement, nos consciences sont silencieusement en train de juger Léopold II. Avons-nous peut-être douté? Avons-nous peut-être été certains? Qu'en sais-je? Mais chacun d'entre vous ira cogiter. Bien avant que ne soit close cette manifestation, je voudrais accorder la parole à cet immense plaideur, faisant la fierté de notre pays, de notre continent, du monde. Mesdames et messieurs, Maître Jacques Moukoumbassé. Mesdames et messieurs, ainsi le procès de Léopold II aura vécu. Je vous prie donc d'applaudir pour tous ceux qui ont préparé. Et la sentence, ce n'est ni monsieur l'accusation, ni moi-même qui vous la devons. Vous irez l'acquérir auprès du président. Cela dit, mesdames et messieurs, vous remercions d'avoir participé à cette manifestation. Nous annonçons, sans être précis, la possibilité de la tenue de prochains numéros. Merci infiniment et bonne suite de temps. Yeah.